toutes les trois de passer cette heure avec vous, qui va être divisée en 45 minutes de présentation et on va s'attacher à garder 15 minutes aux questions-réponses qui sont toujours enrichissantes et utiles. On se présente très rapidement. Je laisse l'honneur à Véronique. Oui, bonjour, je suis Véronique Souchet, manager de l'offre et de l'expertise communication chez Segos. Bonjour à tous, Lucie Chenbeau, avocate en propriété intellectuelle, droit des médias et data protection. Et Gaëlle Menard, manager d'offres et d'expertise sur les champs marketing digital chez Segos. Donc, vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, OpenAI a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de générer des images dans le style du studio Ghibli. Résultat, un raz-de-marée d'inscriptions, un record de fréquentation et bien sûr aussi la question des droits d'auteur. Donc, quand ChatGPT se prend vraiment pour le créateur japonais Miyazaki, en fait, c'est 1 million de nouveaux utilisateurs qui se sont inscrits en 1 heure à peine. Il est vrai que depuis 2 ans, il n'y a pas eu une seule journée dans l'univers de l'IA sans une annonce de marché, des nouvelles fonctionnalités, des usages, des nouveaux acteurs. Donc, on le voit, l'IA accélère les transformations et questionne notamment nos métiers de marketeurs et de communicants. Où en est-on d'ailleurs aujourd'hui? Comment garder son authenticité? Prévenir les risques juridiques? Ce sont les 3 thématiques que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Et pour démarrer, nous vous avons proposé de répondre à un sondage en patientant. On va regarder les résultats de ce sondage pour savoir à quelle fréquence vous utilisez l'IA générative dans vos missions au quotidien de marketeurs. On va regarder les résultats. Hop, si on peut les afficher. Alors aujourd'hui, vous êtes en grande majorité, en presque grande majorité, en majorité totale, vous êtes 28% à l'utiliser quotidiennement, ce qui est énorme, hein, et 32% à l'utiliser plusieurs fois par semaine, donc 60%, et puis un peu plus ponctuellement, 19%. Donc finalement, vous n'êtes que 22% à ne l'utiliser que rarement, voire jamais. Donc vous êtes finalement très aligné avec ce que l'on va voir ensemble sur justement les usages au quotidien. Alors, où en est-on concrètement aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé depuis ces derniers mois? En fait, en termes d'adoption, on peut noter une utilisation beaucoup plus généralisée dans les métiers des métiers marketing com. L'IA s'est imposée vraiment dans les usages, vous venez de le souligner d'après les résultats du sondage. Et dans une récente étude organisée par l'IFOP, enfin Occurrence, et puis l'Association nationale des communicants, 93% des communicants avaient déjà utilisé l'IA dans leur travail. Une autre étude aussi de McKinsey indique que 60% des entreprises utilisent déjà l'IA générative dans leur campagne marketing com. Donc, il y a vraiment un changement d'usage. Cependant, ce que l'on peut noter, c'est vraiment un niveau de maturité qui reste hétérogène dans les organisations. D'ailleurs, Segos a rédigé récemment un livre blanc sur le sujet et identifié 4 niveaux de maturité, des entreprises débutantes qui commencent juste à explorer l'IA, à celles qui ont déjà mis l'IA au centre de leur stratégie de business développement. Donc, nous avons mis le livre blanc, le lien vers le livre blanc en annexe et vous pourrez aussi ainsi faire votre diagnostic de maturité. En matière d'outils, on peut très clairement dire que c'est l'explosion des outils IA. L'IA est partout et elle est à la fois encore plus puissante, encore plus accessible et très souvent gratuite. Le dernier exemple de puissance est la nouvelle version de génération d'images sur ChatGPT 2 qui a fait le gros buzz la semaine dernière. À titre d'exemple, There's an AI for that répertorie à date, les chiffres datent d'hier soir, plus de 33 000 outils
IA différents. Donc, alors clairement, hein, ça questionne parce que c'est du coup la difficulté de choisir quand l'innovation technologique dépasse nos propres capacités d'appropriation. Et puis, ça questionne sur finalement la façon dont c'est à la fois implémenté et la façon dont c'est gouverné dans l'entreprise. Un chiffre intéressant, c'est une étude du CINOV, c'est la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil et de l'ingénierie, qui souligne que d'après 57% des salariés de ce secteur, aucune mesure n'a été prise dans leur entreprise pour encadrer l'utilisation de l'IA. Et on verra tout à l'heure que l'encadrement et la façon dont on utilise l'IA est un point clé. En matière d'investissement, c'est clair que l'IA est devenue une priorité pour les directions marketing et communication. 95% des directeurs marketing déclarent que les investissements en IA génératif seront une priorité 2025. 79% des équipes envisagent d'intensifier l'utilisation de l'IA selon une étude de McKinsey. Et on est sur des allocations de budget qui sont à minima de 25% du budget technologique de ces équipes. Et en même temps, on a une vraie difficulté encore à avoir un ROI fiable et quantifié, à la fois parce que la courbe d'expérience est encore relativement courte et aussi parce que peu d'entreprises vont jusqu'à la quantification du ROI. Sur le sujet en fait de l'emploi, alors on peut noter qu'il y a moins d'anxiété sur la disparition des métiers, d'après des récentes études. Cependant, c'est un sujet à mettre en perspective avec le dernier rapport du World Economic Forum qui est paru à Davos en janvier 2025 et qui prévoit que d'ici 2030, 92 millions d'emplois existants pourraient disparaître, tout en prévoyant également la création de 78 millions de nouveaux emplois. Donc, on voit que nous sommes vraiment en pleine transformation, et ce qui nous amène à penser la question des compétences. Quelle est la compétence pour garder mon employabilité et assurer mon employabilité, avec de nouvelles compétences à acquérir, telles que la culture data, l'IA, l'apprentissage en continu, et également affirmer encore plus des compétences comme la créativité, l'esprit critique, la curiosité. Et puis, selon également un récent baromètre de PwC publié en 2024, le nombre d'offres d'emploi qui demandent des compétences liées à l'IA a été multiplié par 7 ces dernières années. Donc, on voit, voilà, la transformation est en cours. Et au niveau réglementaire, Lucie, tu nous en reparleras tout à l'heure. Et voilà, l'IA Act, qui est la première réglementation globale de l'IA au niveau européen, est entrée en application en février, avec l'obligation notamment de sensibilisation aux différents niveaux de risque, de formation et de transparence. Alors Gaëlle, oui, on va faire un focus sur ce qu'on appelle l'IA agentique. Alors, c'est Demis Hassabis, le patron de DeepMind, hein, qui déclarait que 2025 serait l'année des agents IA. Et c'est vrai que je pense que ça va vraiment être l'année des agents IA. Et avec les agents, c'est un nouveau défi hein, qui s'ouvre. Il s'agit plus simplement d'utiliser les IAG pour produire des contenus, mais de les faire agir en autonomie. Alors, avant de passer aux agents, aux véritables agents IA, on peut déjà s'intéresser à ce qu'on appelle les assistants personnalisés, qui sont des assistants conçus pour exécuter des tâches spécifiques comme la création d'un post, la production de contenu, la mise à jour d'un site web. Et comme une démo vaut toujours mieux qu'un long discours, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder immédiatement un exemple de ce qu'on appelle un assistant personnalisé, et on va le faire à partir d'un assistant que j'ai créé moi-même et qui est un assistant qui permet de rédiger des posts pour LinkedIn et qui sont des posts en relais d'articles qui m'ont semblé intéressants à partager. Et l'objectif pour moi est vraiment d'optimiser
la qualité du rédactionnel autour des posts que je partage, à la fois pour répondre à l'algorithme LinkedIn et pour être visible, et puis pour aussi avoir un discours qui soit impactant et qui en même temps respecte ce que j'ai envie de dire et la manière dont j'ai envie de le dire. Donc j'ai concrètement éduqué mon assistant en créant ce qu'on pourrait appeler, certains l'appellent un méga prompt, je vous le montre en quelques instants. Et ce prompt-là que j'ai écrit une bonne fois pour toutes, je n'ai plus besoin de le réécrire, il définit à la fois à quoi sert ce GPT, donc ses fonctions et objectifs, et ce que j'attends qu'il fasse. J'ai bien évidemment décrit l'audience, à la fois qui je suis et ce que je souhaite faire, et qui sont mes publics cibles. Je lui ai défini des règles de traitement dans l'ordre des amorces du chat. Je lui ai bien évidemment spécifié quelques règles qui ont à la fois attrait à des règles de grammaire et d'orthographe, mais aussi au style, à la fois pour que ce soit un style qui corresponde à ce qui fonctionne sur LinkedIn, mais qui soit aussi, comme vous le voyez là, qu'il reflète l'image, mon image et ma voix. Je l'ai alimenté, on le verra tout à l'heure avec quelques données. Derniers aspects, comment chaque publication doit être structurée, et ça c'est relativement classique. Et puis quelques astuces méthodologiques, voilà pour la petite histoire. Je lui ai dit d'éviter la fusée dans les emojis qu'on voit partout. Et pour terminer, donc je lui ai mis ici, en base de connaissances, mon profil LinkedIn et des exemples à la fois de posts LinkedIn et de billets blog qui reflètent le plus possible mon style et mon image, la façon dont je communique. Une fois que j'ai créé ça, à chaque fois que je tope un article intéressant, je vais retourner sur ce GPD, je clique sur l'amorce article, et il va me demander l'URL de l'article que je souhaite partager. Bon, là, pour gagner un peu de temps, bien évidemment, j'avais déjà sélectionné un article que je lui partage. Et là, il s'agit d'un article dans le Journal du Net sur les questions de la sobriété, de l'éthique et de la transparence, les clés pour une IA de confiance. Et je l'ai éduqué de façon à ce qu'à chaque fois, il me demande si j'ai un angle d'attaque, un point particulier que je veux mettre en avant dans la publication. Dans celle-ci, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la question de comment faire en sorte que l'IA soit plus inclusive et plus juste. Donc, c'est ce que je lui précisais. Tu peux insister sur la notion, alors, il ne va pas aimer les majuscules, d'IA plus inclusive. J'aurais pu lui demander toute autre chose. Là, c'est… Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il va me générer la proposition de post LinkedIn. Alors, il a fait ce qu'il fait parfois s'il ne respecte pas tout à fait mes instructions. Donc, je lui précise. Ça m'arrive une fois sur 10. Il fallait que ça arrive aujourd'hui. Donc, je lui précise. Voilà, et là, simplement, il l'a respecté complètement. Il m'a proposé un titre. Il a écrit. Il a mis 3 points en avant. Il a terminé par un call to action, et là, plutôt un call to question. Il m'a bien mis l'article source. Et ce qui me reste à faire, bien évidemment, que je ne vais pas faire avec vous, là, parce que ça n'a pas un intérêt majeur, c'est à relire l'article, à le repersonnaliser, si je ne suis pas entièrement d'accord avec la formulation, avant de le copier-coller dans LinkedIn. Voilà un exemple d'assistant personnalisé. Et au-delà des assistants, alors, les assistants, vous le voyez, sont des outils qu'on pourrait qualifier de passifs, qui vont nous permettre d'optimiser des tâches simples. Et c'est déjà extrêmement bien. Et je vous conseille vraiment de vous créer vos assistants personnalisés. À l'inverse, nos agents IA vont, eux, être
actifs et autonomes. Ils vont être capables de connecter plusieurs systèmes entre eux et de gérer des processus qui vont être plus ou moins complexes avec une intervention humaine qui va être limitée. Quand je parle de connecter plusieurs systèmes entre eux, ça peut être plusieurs IA, mais ça peut être par exemple un chat GPT et un WordPress, ça peut être un chat GPT et un outil de CRM également. Et on distingue deux types d'agents. Les agents qu'on va qualifier de simples et qui vont connecter un ou deux, trois systèmes entre eux avec un faible niveau d'autonomie et qui vont, par exemple, créer un plan de publication réseaux sociaux à partir de sujets, récupérer des leads social ads pour un envoi direct au CRM. Et ça se présente comme ceci concrètement. Là, c'est un exemple de workflow agent simple pour un calendrier éditorial LinkedIn. Et c'est un exemple réalisé avec Make. Et ce qu'on voit ici, c'est nos fameux connecteurs qui vont permettre de créer le workflow complet et qui vont permettre de faire ce qu'on veut faire exactement. Alors, ce type d'automatisation, il existait avant, hein, bien évidemment, et vous le savez. Les deux grandes différences, c'est qu'on peut le connecter à de l'IAG maintenant, et donc générer du contenu, ce qu'on ne faisait pas avant. Et puis, la deuxième grande différence, et ça, c'est une marche en avant énorme, c'est qu'il n'y a plus besoin de coder pour faire ça. Et ça, c'est absolument fabuleux. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut le faire sans un budget énorme. Il suffit simplement d'acheter des connexions. Et il faut aussi se former à l'utilisation de l'outil, mais on n'a plus besoin d'être un codeur, d'être un développeur. Donc ça, ce sont les agents IA simples. Et puis ce qu'on voit aussi arriver dans le paysage, qui n'est pas encore tout à fait mature, mais qui est en train de prendre de l'ampleur, ce sont les agents IA autonomes qui sont, eux, capables d'apprendre, d'adapter leur comportement et prendre des décisions assez complexes sans qu'il y ait une intervention humaine directe. Un exemple, c'est pour l'amélioration de la conversion, la capacité à détecter vos points de friction sur vos pages web et proposer automatiquement des solutions qui vont améliorer les conversions. Un autre exemple, c'est par exemple pour la création d'un plan média. Votre agent IA autonome peut très bien créer le plan média, l'optimiser, faire des choix d'allocation budgétaire et rendre compte de la performance. Alors, là, on voit bien, hein, avec tout ça maintenant, qu'il y a aussi un dernier impact. Oh, pardon, on est deux avancés sur les slides. Et que la question de la création de valeur sur chaque étape du process marketing com se pose. Merci beaucoup Gaëlle. Oui, concrètement, donc, quelle est la contribution de l'IA à la création de valeur dans nos métiers et nos process marketing com? Je vous ai proposé là ce schéma. Ce qu'on peut voir, c'est quand l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle s'associent, on peut vraiment noter un renforcement de la valeur, de la création de la valeur analytique, décisionnelle, éditoriale, opérationnelle, aussi expérientielle, mais bien sûr avec des points de vigilance à avoir. Plus concrètement, sur le process audit et diagnostic, quand l'IA va permettre de collecter à grandes échelles des insights, des données, des signaux faibles en temps réel, notamment sur des crises, ce que nous allons pouvoir faire, c'est analyser ces données au regard en fait de nos enjeux métiers, également des signaux faibles qui sont non numériques, détecter les biais, arbitrer, prioriser, avec aussi un point de vigilance à avoir sur le pourcentage d'intégration aujourd'hui des données qu'on appelle désormais synthétiques. Vous savez, il y a les données, les data humaines qui sont utilisées notamment quand on fait des études de consommation, des études de marché. Et aujourd'hui, il peut y avoir des IA qui sont considérées comme des personas et qui répondent aussi aux enquêtes. Donc, ce point de vigilance, c'est sur le pourcentage données humaines versus données synthétiques. Sur le process stratégie et planification, donc l'IA va vraiment nous permettre de simuler des scénarios à partir de notre vision, de notre stratégie de marque alignée avec nos valeurs, nos engagements. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Sur la création de contenu, donc notre rôle, c'est vraiment de traduire la vision de l'entreprise en narratif, de l'aligner avec la signature de marque,
d'être surtout créatif, d'incarner le style. Et l'IA va nous permettre de travailler l'accessibilité des contenus. Je pense notamment au sous-titrage des vidéos, de produire aussi à plus grande échelle des contenus multicanaux, d'alimenter des content factory. Mais le point de vigilance, bien sûr, c'est de garder tout le sens et l'ADN de la marque. Sur l'aspect personnalisation, automatisation, j'ai noté une tendance à aller de plus en plus vers une stratégie d'audience. C'est-à-dire concrètement, en fait, aujourd'hui, à qui parle-t-on? Bien sûr, à ses clients internes dans les organisations, externes, consommateurs, enfin toutes les parties prenantes, mais aussi aux algorithmes, aux IA, aux avatars. Et ça, c'est un phénomène qui, enfin, Gaëlle nous en reparlera plus tard quand tu évoqueras le sujet du référencement naturel, mais c'est un sujet qui va en effet se développer de plus en plus. Et avec l'IA, nous allons pouvoir vraiment segmenter et hyper personnaliser les contenus, et puis enrichir bien sûr les résultats de notre connaissance des audiences, de la culture d'entreprise, de l'humain. Donc je dirais qu'il y a vraiment une valeur ajoutée sur la partie personnalisation, automatisation, avec quand même un rôle de vigilance à avoir sur une surproduction d'assets, ce qui renvoie à des enjeux de RSE, et puis ce qu'on appelle aussi l'enfermement algorithmique, ou la création de fragmentation de l'opinion ou même de bulles d'opinion. Et puis enfin, dans les relations parties prenantes, la valeur ajoutée est à la fois dans la création, bien sûr, de la relation de confiance, de l'engagement, et puis également de l'augmentation de l'expérience utilisateur avec l'IA. Donc concrètement, pour résumer très rapidement, l'IA n'est ni neutre, ni magique, ni sans risque. Elle agit plutôt comme un amplificateur et un accélérateur. Ce que l'humain construit et incarne, c'est vraiment l'identité de marque, la relation client-usager, l'esprit critique, la créativité. Ce que l'IA amplifie, c'est la vitesse d'exécution et de production, l'hyper-personnalisation, l'automatisation. Et puis, ce qui est à préserver, ça c'est essentiel, c'est toujours l'intention humaine avec les enjeux de sobriété, de RSE, la cohérence de la marque, et puis la confiance et l'authenticité justement des liens humains. Et Gaëlle, tu voulais justement nous proposer un focus maintenant sur le sujet du référencement? Oui, sur le référencement, ça a été à la fois une formidable opportunité, hein, parce qu'à l'arrivée de l'IAG, on s'est très rapidement rendu compte à quel point ça allait pouvoir aider à créer du contenu de façon accélérée pour le web et de travailler notamment sur l'optimisation des mots-clés, des titres, avec bien évidemment le risque de pénalité SEO en cas de duplicate content, et puis ce risque d'uniformisation des contenus dont on reparlera dans notre deuxième partie dans quelques instants. Et on se disait qu'à un moment ou à un autre, ça allait remettre en cause l'écrasant leadership de Google sur le search. Aujourd'hui, on y est presque, même si les chiffres de Google restent encore très bons. On sait qu'aujourd'hui, 39% des consommateurs américains ont déjà utilisé l'IA pour réaliser des achats en ligne. Et on estime qu'à court terme, les LLM pourraient représenter à minima 20% du trafic. Et certains, très pessimistes pour Google, estiment que sa part de marché pourrait descendre à 60% dès 2027. 2027, c'est un horizon très, très court. Et tout ça dans un contexte, vous l'avez aussi peut-être constaté pour vos propres sites web, de baisse de trafic à l'échelle mondiale. Donc là, on est au tout début de ce qu'on appelle la GEO, la Generative Engine Optimization, certains l'appellent IAO ou LLMO, qui pose un véritable challenge parce que pour tous ceux qui travaillent sur le référencement, il va falloir apprendre à travailler à la fois pour les moteurs de recherche et pour les LLM, s'adapter à des recherches de la part des internautes qui vont être de plus en plus contextuelles, et ce qui est aussi le format d'ailleurs des LLM, hein, qui savent très très bien identifier des recherches contextuelles. Il va falloir travailler et connaître sur les mots-clés, comme on l'a fait depuis des années pour le SEO, mais aussi apprendre maintenant à comprendre la façon dont vos utilisateurs écrivent leurs prompts et font
leurs requêtes. Et puis, dernier point, travailler ce qu'on appelle la récupérabilité, mot compliqué à dire, concrètement la façon dont les LLM repèrent vos données pour les faire remonter dans leurs réponses. En résumé, on pourrait dire qu'il va falloir optimiser ces contenus pour être partout là où le search se fait. Ce qui nous fait un pont avec la deuxième partie et l'optimisation des contenus tout en garantissant l'authenticité. À toi, Véronique. Oui, merci beaucoup, Gaëlle. Donc, l'authenticité aujourd'hui, à l'heure de l'infobésité, la fragmentation de l'opinion, une défiance même généralisée, avec aussi les deepfakes, vraiment, c'est essentiel. Et c'est aussi une question, d'ailleurs, une question d'autant plus de fond que d'après une récente étude du baromètre Talent, 44% des utilisateurs utiliseraient les résultats générés par les IA sans les modifier. Donc, ça pose vraiment une question de fond. Alors, pourquoi l'authenticité est-elle centrale et stratégique? Parce que je dirais qu'elle pose d'abord les enjeux de véracité. En effet, aujourd'hui, le faux peut ressembler et ressemble désormais au vrai. Avec le développement des deepfakes aussi, la frontière entre communication et manipulation s'amenuise et l'authenticité apparaît vraiment comme une valeur refuge et surtout de cohérence pour les marques par rapport aux actes et aux messages. Donc, c'est vraiment aussi un critère de différenciation. On a pu le voir, le baromètre Edelman, justement, consacré à la confiance, indique que la confiance des marques est de plus en plus fragile. Et l'authenticité, en fait, ce n'est pas un algorithme. Elle repose vraiment sur les valeurs de transparence, de confiance, de proximité, de sobriété. Et d'ailleurs, dans d'autres études, des consommateurs indiquent très largement que la confiance est un facteur déterminant dans leur choix d'interaction avec les marques. Et pour poursuivre justement sur ce que nous disent les parties prenantes dans les différentes enquêtes, alors 83% des Français craignent une désinformation accrue avec l'IA. Par ailleurs, une enquête Avast Meaningful Brands, donc 71% des consommateurs attendraient que les marques influencent aussi positivement la société. Donc là, on rejoint aussi les impacts des enjeux de RSE. 70% des consommateurs aussi craignent que l'IA exerce une influence négative sur la qualité des contenus sur les réseaux sociaux. Là, c'est une étude Gartner. Donc finalement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Gaëlle, l'importance aussi de retravailler justement ces contenus et la démonstration que tu as faite avec le travail que tu vas faire derrière l'automatisation que tu nous as montré. Et pour illustrer ce sujet, je voulais partager avec vous une campagne que je trouve particulièrement intéressante. Est-ce que vous la connaissez? C'est la campagne d'Orange sur le foot féminin. Elle a été réalisée par l'agence Marcel en 2023. Alors, ce qui est étonnant dans cette campagne, c'est qu'on voit une série d'actions spectaculaires qui semblent, à première vue, être réalisées par des joueurs masculins. On voit notamment Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Mais cependant, c'est un deepfake, c'est-à-dire que le visage des joueurs a été incrusté sur le corps des joueuses féminines, qui sont Sakina Karchaoui, Eugénie Le Sommer et puis leur coéquipière. Alors, le slogan d'Orange, c'est « Chez Orange, on soutient les bleus », mais les bleus avec un petit « e » entre parenthèses. Et cette campagne, en utilisant un deepfake, je la trouve vraiment percutante parce qu'elle a pu vraiment démontrer le talent des joueuses tout en déconstruisant finalement les préjugés. Elle a mis en valeur leur niveau technique élevé tout en permettant de reconsidérer justement les perceptions que l'on peut avoir sur le foot féminin. La campagne, elle a eu un succès retentissant. Je crois qu'il y a eu plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux. Elle a suscité aussi des discussions internationales fortes sur l'égalité dans le sport. Et cette campagne, en fait, je la trouve vraiment alignée avec les valeurs et l'engagement d'Orange, de la marque, en fait, sur ces enjeux de RSE. Et ce que je trouvais intéressant, c'était l'association IA-RSE, alors qu'on sait que c'est un équilibre difficile à trouver aujourd'hui. Et puis, c'est une campagne qui a remporté de très nombreux prix de communication. Alors, pour poursuivre sur ce sujet de la singularité et comment justement faire émerger la voix de la marque, vous savez qu'aujourd'hui, l'attention, c'est 7 secondes à peine. On a parlé tout à l'heure de risque de surproduction de contenu. Alors, comment faire pour faire émerger la voix de la marque?
Nous vous proposons ici 3 axes. Le premier, affirmer son identité de marque. Le deuxième, créer un lien émotionnel authentique et engageant fort. Et puis, bien sûr, un troisième lien sur l'encadrement des usages de l'IA. J'entendais justement hier un directeur artistique sur l'identité de la marque parler de la consistance de la marque. Et je trouvais que ce mot était même croustillant, parce qu'il y a vraiment tout l'impact vision artistique, créativité, avoir de la culture, du goût, s'inspirer de ses échecs et aussi de nouvelles formes d'écriture créative avec l'IA pour développer toute sa créativité. Bien sûr, donc la créa est moteur. Définir aussi un tone of voice et un narratif différenciant aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Et puis, penser temps long, donc des vidéos peut-être plus longues. On voit aussi le développement des podcasts. Et puis, le sujet de la sobriété éditoriale, c'est-à-dire avant de créer un contenu avec l'IA, pensez bien à cette méthode des 3 U qui est développée par une spécialiste de la sobriété éditoriale, Ferréol d'Espinasse. Est-ce que mon contenu est d'abord utile, utilisable et utilisé? Donc, il faut vraiment penser aussi cycle de vie de ces contenus et de ces assets. Et puis, bien sûr, le sujet du formaliser un cadre d'usage de l'IA avec un cahier de style. On commence à avoir des interviews dans les revues comme Stratégie ou CB News sur les cahiers de style IA, les brand book IA. Ça, je pense que c'est un sujet de fond qui va vraiment s'installer avec des recommandations visuelles, des processus de validation, des règles d'usage, des consignes, de l'éthique, une bibliothèque de prompt. Et puis, un nouveau point aussi dont tu as parlé tout à l'heure, Gaëlle, c'est comment optimiser sa marque dans les moteurs IA. Aujourd'hui, ça va vraiment être fondamental, donc sur la structuration sémantique, que les mentions, et puis les formats questions-réponses. Sur le deuxième point, donc bien sûr, créer un lien émotionnel authentique et engageant, il va être essentiel vraiment d'humaniser ces messages, plutôt que d'utiliser des images d'IA avec des collaborateurs, on va dire, factices, des IA. Pourquoi? Le mieux, c'est vraiment de prendre en photo vos collaborateurs, de faire vivre les coulisses de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Un sujet de fond aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec les débuts de la communication responsable, on voyait partout sur les réseaux des images de plantes sur fond vert, parlant de messages RSE. Aujourd'hui, avec l'IA, on ne voit plus que des robots. Donc, je pense qu'il est vraiment essentiel de privilégier des visuels authentiques et de s'éloigner de tous les clichés liés à la robotique. Et puis, bien sûr, soyez transparent sur votre usage de l'IA. Je pense au marquage, indiquer ce visuel a été réalisé avec tel ou tel IA. Et puis, un disclaimer quand vous faites des chatbots. Et puis, bien sûr, développer des formats conversationnels dans sa stratégie éditoriale. Et enfin, dernier point sur les usages de l'IA. Bien sûr, la supervision humaine est essentielle, ainsi que la sécurisation des datas. Et Lucie, tu reviendras plus tard justement sur toutes ces questions de RGPD. Créer une charte éthique, c'est essentiel. Et co-construire aussi ces pratiques avec ces parties prenantes. Il commence à y avoir dans des entreprises des ambassadeurs IA, également des référents IA dans les équipes marketing com, et aussi penser à co-construire vos pratiques avec les agences avec lesquelles vous travaillez. Et puis, le sujet aussi d'accepter de ne pas tout déléguer à l'IA. Et quelques bons réflexes justement pour communiquer sur l'IA, avec l'IA sans trahir sa marque. Je vous ai mis quelques points notamment sur vérifier les éléments visuels, repérer l'éthique d'écriture, valider les voix quand vous utilisez des voix artificielles. Et puis un point important sur l'e-réputation, vérifier les hashtags, faites de la veille sur les faux commentaires, les pics d'engagement qui seraient suspects. Bien sûr, citer des sources fiables et vérifiables. Et puis, il y a de nombreux outils de fact-checking qui vous permettent de vérifier avant de les poster si les articles que vous relayez sont vrais. Et donc, clairement, utiliser l'IA, c'est aussi savoir oser renoncer parfois. Tu l'as dit, accepter de garder des espaces où l'humain reste le seul créateur. Éviter de recourir aux IAG pour de simples recherches d'informations. Aujourd'hui, on estime que une recherche qu'on pourrait faire sur Google et qu'on fait
sur un moteur d'IAG, c'est 6 fois plus de CO2. Fois 6, ça fait réfléchir. Certaines entreprises fixent des limites mensuelles à leurs salariés sous forme de tokens. Et quand j'ai utilisé mes tokens, bah, c'est fini, je ne peux plus utiliser l'IAG. Se former au prompt engineering pour éviter les multiples interactions dites inférences et pour aller tout de suite straight to the point et éviter de consommer 10 fois plus. Et puis aussi poser systématiquement un regard critique sur la production de l'IA et se dire mais est-ce que j'aurais pu faire sans finalement. Et puis sur la mesure de l'impact environnemental, peut-être que vous vous posez la question aujourd'hui sur des choix de modèles ou des choix d'IA au regard des questions environnementales. Quelques repères, même si c'est un petit peu difficile parce que concrètement, les grandes l'IA aujourd'hui communiquent relativement peu sur ces données. Et quand ils communiquent que sur une partie du cycle de vie. Par exemple, ils vont communiquer sur les CO2 liés à l'utilisation, mais pas sur le CO2 généré au moment de la création et de l'entraînement du modèle. On a repéré 3 points clés aujourd'hui. Un, la taille du modèle. Et on voit beaucoup émerger aujourd'hui le fait d'utiliser des modèles un peu moins gourmands ou de préférer parfois des IA spécialisées qui ont en plus la qualité d'être souvent moins génératrices d'hallucinations. Et puis, 2 autres critères, c'est l'infrastructure matérielle et l'emplacement des data centers. Et on vous a mis à disposition des outils de comparaison, dont celui du gouvernement, qui vous permettent aussi de faire des choix en conscience. Et au-delà de ces choix en conscience, ça va nous poser la question de la prévention des risques juridiques et de l'encadrement de l'IA. Et on vous propose de répondre à un deuxième sondage. Alors, le sondage, oui, comme il n'apparaissait pas, je ne vous ai pas revu la question. Comment l'utilisation de l'IA est-elle encadrée dans l'entreprise? Je laisse quelques instants pour répondre. Et ce que l'on voit, c'est qu'à 52%, ce qui fait énormément écho au sondage que je vous donnais tout à l'heure de le syndicat Sinov, à 52%, l'utilisation de l'IA n'est pas encadrée dans l'entreprise et elle ne l'est qu'à 23% de façon formelle et diffusée. C'est pourtant une clé essentielle de l'utilisation de l'IA et on va justement avec Lucie détailler certains des points, ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec l'IA. À toi, Lucie. Merci Gaëlle. Oui. Merci Gaëlle. Alors, voilà, donc aujourd'hui, petit point pour prévenir les risques justement liés à l'usage de l'intelligence artificielle, alors plus particulièrement au sein d'établissements, qu'ils soient publics ou privés, mais également, on pourrait l'envisager, un usage même à titre personnel. Alors, en ce qui concerne donc l'IA générative, il faut bien garder en tête qu'elle ne révolutionne pas le droit des données personnelles et en ce qui concerne le RGPD, le règlement donc qu'on connaît depuis 2018, qui est entré en vigueur et qui a qui a considérablement modifié les pratiques internes en ce qui concerne le traitement des données, s'applique entièrement à tous les outils d'IA générative qu'on peut connaître. Donc, que ce soit le principe de transparence, que ce soit la mise en place de dispositifs de sécurité, donc pour garantir la sécurité, la fiabilité, la continuité des données, tout cela s'applique aux IA génératives.
On a également la question des durées de conservation, le principe de minimisation qui est celui voilà, de n'utiliser que les données qui sont nécessaires au traitement des données qu'on a mis en place. Donc voilà, les grands principes du RGPD s'appliquent à tous les outils. La seule difficulté, mais qui est de taille, hein, c'est la manière dont on va appliquer ces principes aux IA génératives quand on veut avoir des outils qui doivent, on le sait, être de plus en plus compétitifs, de plus en plus percutants et qui nécessitent notamment des quantités astronomiques de données. On le voit notamment avec la dernière version de ChatGPT. Et ça, c'est par exemple, ça fait écho au principe de minimisation qui peut être parfois difficile à respecter pour les éditeurs qui proposent un outil d'IA, puisqu'on a toujours ce souci entre le respect des données personnelles et la compétitivité. Mais voilà, en tout cas, quand on se demande s'il y a une réglementation qui s'applique à l'IA, il y en a une, bien sûr, qui est l'IA Act que Véronique a évoquée, voilà, qui est entrée en vigueur et qui est en application depuis février, voilà, février 2025 au sein de l'Union européenne. Très rapidement, l'IA Act, deux points majeurs. Comme l'a rappelé Véronique, cette obligation de former et de sensibiliser les collaborateurs en interne à l'usage de l'IA. Et deuxième point, une mise en place en fait d'une échelle de responsabilité des acteurs de l'IA avec une responsabilité renforcée des éditeurs d'IA. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas attendu l'IA Act pour avoir une réglementation applicable puisque le RGPD s'applique effectivement à tous les outils d'IA. Petit focus ensuite sur, voilà, donc pour terminer hein, sur cette question d'IA, très rapidement, ne pas oublier que les conséquences financières peuvent être majeures. Je vous ai mis très rapidement, sans entrer dans les détails, deux exemples de condamnation qu'on a eu. Donc, ChatGPT en 2024, condamné par la CNIL italienne, hein, donc l'homologue italien de la CNIL, 15 millions d'euros. Et DeepSeek qui semble suivre le même chemin puisque DeepSeek est arrivé sur le marché européen en début d'année 2025 et est déjà fait déjà l'objet d'enquêtes donc de différentes autorités de contrôle et a même été interdit sur plusieurs territoires comme l'Irlande ou l'Italie. Alors, il y a pas mal de personnes qui se posent la question de mettre en place des chatbots Oui. dopés à l'IA. Quel conseil tu leur donnerais, Lucie? Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, donc, pour commencer, hein, pourquoi la question se pose, et la question de Gaëlle est pertinente, c'est qu'il faut bien avoir en tête que la personne responsable de ce chatbot est directement l'entreprise qui la met en place. Donc, c'est-à-dire que la personne, voilà, le directeur de publication, la personne morale qui gère le site internet sur lequel le chatbot est implanté est directement responsable de toutes les réponses qui peuvent être apportées à l'administré, à l'utilisateur, et donc notamment en cas d'erreur, en cas d'informations erronées qui sont communiquées à l'utilisateur ou à l'administré. Et c'est pour ça que la question est fondamentale, c'est parce que on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde. Si on met en place un chatbot et que celui-ci est mal paramétré, notamment au niveau des données personnelles, ou encore transmet des informations erronées à l'utilisateur, on peut effectivement voir sa responsabilité engagée. Donc là, quelques points rapides. Il faut considérer ce chatbot comme un nouveau traitement en matière de données personnelles. C'est d'ailleurs pour ça que quand on met en place un chatbot, il est nécessaire d'avoir vraiment un DPO qui va travailler main dans la main dans le développement de ce nouvel outil, puisqu'en fait, ce nouvel outil est soumis à l'application du RGPD comme n'importe quel autre traitement qui est mis en place au sein de l'établissement. Donc, ça va impliquer notamment déterminer une base légale applicable. Donc ça va dépendre bien sûr
de ce pourquoi est mis en place le chatbot. Est-ce que c'est pour un établissement public pour répondre à des questions des administrés? Est-ce que c'est sur un e-shop, donc un site marchand pour gérer par exemple les retours de produits? Voilà, donc la finalité, la base légale va dépendre effectivement du but pour lequel le chatbot est mis en place. On a également un fondamental la question des cookies. Les cookies vont être nécessaires déjà pour assurer donc la continuité du chatbot sur le site, même si on change par exemple d'onglet, mais vont être également nécessaires pour apporter les réponses les plus personnalisées possibles à l'utilisateur. Encore une fois, en fondamental, mais là, comme tous les traitements prévus par le RGPD, l'information de l'utilisateur, l'information et la transparence, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, l'utilisateur, l'administré, doit toujours être conscient d'avoir une conversation avec une IA, un chatbot, donc un robot en quelque sorte, et non pas une personne humaine. Et ça, c'est fondamental d'assurer une transparence à ce sujet. Et enfin, pour terminer sur cette partie, les données sensibles. Donc, attention effectivement à la collecte de ces données. Je pense notamment aux établissements publics qui pourraient, par exemple, avoir des chatbots mis en place. On pourrait avoir, par exemple, la communication de données telles que le numéro de sécurité sociale, des données de santé, des éléments d'état civil, par exemple, et qui, effectivement, doivent donc recevoir un traitement spécifique prévu à l'article 9 du RGPD. Et là, par exemple, ça peut passer par une purge régulière donc des données pour effectivement assurer une conservation vraiment très limitée des données, ou encore rappeler lorsque le chatbot est ouvert par l'utilisateur, de ne pas communiquer de soi-même des données sensibles à l'IA. Merci beaucoup, Lucie, pour ce premier éclairage justement sur la RGPD. Nous allons maintenant passer au droit d'auteur. Concrètement, est-ce que l'IA révolutionne le droit d'auteur? Alors non, l'IA ne révolutionne pas le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'aucun des critères qui est actuellement, donc on a plusieurs critères qui sont retenus par le droit d'auteur pour assurer la protection des œuvres, et aucun de ces critères n'est remis en question par l'intelligence artificielle. En revanche, il y en a un qui est un petit peu challengé, c'est le critère de l'intervention humaine. Puisque c'est effectivement donc le droit d'auteur et les juridictions, quand elles rendent leurs décisions, nous rappellent régulièrement qu'il est indispensable de démontrer une intervention humaine dans le processus de création pour pouvoir bénéficier de la protection donc octroyée par le droit d'auteur. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut parfois être difficile à démontrer quand on a des œuvres qui sont générées par IA. Donc, ça voudrait dire concrètement aussi garder l'historique de ces prompts et les centraliser quand on lance des campagnes marketing com. Exactement. Il y a une vraie difficulté dans la charge de la preuve. Quand un auteur va vouloir démontrer effectivement la manière dont le processus créatif a été conduit, et notamment avec ces échanges entre la personne humaine et l'IA, donc avec les prompts. Et effectivement, le mieux, c'est de conserver autant de preuves possibles, voilà, dans le processus créatif pour démontrer l'intervention humaine. Alors, les juridictions américaines ont déjà commencé à rendre des décisions en la matière, et on a une décision très récente du 18 mars 2025 où le Copyright Office aux États-Unis a refusé de reconnaître une paternité de l'œuvre à un outil d'intelligence artificielle, en rappelant justement cette nécessité de démontrer l'intervention humaine. Hop. En revanche, quand on a une intervention humaine qui est démontrée, et c'est le cas notamment quand on voit que l'œuvre qui a été générée est directement issue des directives de la personne humaine à l'intelligence artificielle, alors là, il n'y a aucune difficulté pour que ces œuvres bénéficient d'une protection par le droit d'auteur, que ce soit une protection
partielle sur certains éléments de l'œuvre ou totale si on peut démontrer une intervention humaine sur l'intégralité de la création. Et là, voilà, je vous ai mis quelques exemples, encore une fois, de décisions américaines, puisqu'on n'a pas encore de décisions françaises qui ont été rendues en la matière, mais on peut d'ores et déjà prédire que les juridictions françaises auront un raisonnement similaire. Et Lucie, une question, je pense que l'on se pose tous et toutes. Est-ce que je peux aussi soumettre du contenu protégé à l'IA? Alors oui, c'est une grande question, hein, et on le voit notamment avec ces dernières actualités, je pense notamment au studio Ghibli. Alors là, c'est une grande différence entre la théorie et la pratique. La théorie, c'est que transmettre du contenu protégé par le droit d'auteur et dont on n'est pas titulaire à un outil d'intelligence artificielle sans en maîtriser le devenir, c'est une atteinte directe au droit d'auteur et notamment au droit de reproduction. Et cela pourrait constituer notamment une contrefaçon. En revanche, dans la pratique, on le sait, c'est un usage qui est extrêmement fréquent, on l'a vu ces dernières semaines, et c'est peut-être finalement ce qu'attendaient certains titulaires de droits d'auteur, puisque on le sait, quand on veut notamment démontrer que nos œuvres ont été transmises à un outil d'intelligence artificielle, notamment pour servir d'entraînement à ces IA, il y a toute cette difficulté de la preuve au regard de l'opacité des datasets, et là, on peut avoir notamment la preuve, hein, si je prends l'exemple des studios Ghibli, c'est la preuve notamment que la dernière version de ChatGPT a été entraînée avec très certainement hein, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'images issues des studios Ghibli pour arriver aujourd'hui à proposer un résultat satisfaisant dans le style Ghibli aux utilisateurs. Dernier point, parce que je vois que l'heure tourne, sur la question des marques. Alors, pour les marques, puisque c'est une question qui est également posée, on a une question qui revient souvent, à savoir, est-ce que je peux créer un logo via ChatGPT, par exemple, n'importe quel outil d'intelligence générative, et ensuite le déposer, notamment à l'INPI, pour qu'il soit protégé à titre de marque. Alors, la réponse est oui, puisque le droit des marques est complètement imperméable, si je peux le dire comme ça, à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on va déposer une marque, que ce soit une marque verbale ou un logo, l'office auprès duquel on va déposer la marque ne va absolument pas tenir compte de savoir si ce logo a été créé ou non par intelligence artificielle. Donc ça ne posera aucune difficulté. En revanche, on a un critère qui est indispensable quand on va déposer une marque, c'est s'assurer de la disponibilité du signe qu'on veut faire enregistrer à titre de marque. Et c'est là qu'il peut y avoir des difficultés avec l'intelligence artificielle, puisqu'on peut parfois ne pas connaître l'origine du logo qui va être proposé par l'IA, et on peut avoir notamment des sujets de contrefaçon ou encore de disponibilité, puisqu'on ne sait pas hein, finalement quelles ont été les sources dans lesquelles est venue puiser l'IA pour nous proposer ce logo, raison pour laquelle, hein, comme le rappelait Véronique, il faut toujours essayer de s'assurer autant que possible et de venir faire ce travail de recherche finalement pour un petit peu retracer l'historique de ce qu'on va publier ou faire enregistrer à titre de marque. Merci beaucoup, Lucie. J'ai vu que tu nous avais aussi partagé quelques conseils sur ton dernier slide. Oui. Des conseils de propriété intellectuelle. Et ce que nous pouvons peut-être faire aussi, parce que je vois il y a beaucoup de questions en fait dans le chat, c'est commencer à répondre aux premières questions. Oui. Alors, je n'utilise pas l'IA pour créer des images avec mes produits, car je ne souhaite pas que ces images soient utilisées pour créer d'autres images IA et retrouver mes produits utilisés sans autorisation des images. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire là-dessus aussi? Alors oui, effectivement, c'est une crainte légitime, puisque on ne sait pas
effectivement, quand on transmet des images à un outil d'IA générative, ce qu'il va advenir de ce contenu. Et c'est vrai que si on veut vraiment assurer la confidentialité du contenu, le moyen le plus simple, comme l'a rappelé Julie, c'est encore de ne pas transmettre le contenu à un outil d'IA ou alors de s'assurer d'avoir une IA générative qui fonctionne en circuit fermé. Mais ça, effectivement, c'est rarement le cas, en tout cas pour les versions gratuites, puisque le deal justement d'un outil gratuit, c'est qu'en contrepartie, il s'entraîne à partir des données qu'on lui transmet. Oui, et comme l'ont dit certains dans le chat, même sur une version payante, et on pense notamment à ChatGPT qui s'est engagé à respecter la RGPD, il pourrait très bien passer sous le coup du Patriot Act américain et les données partir aux États-Unis, quoi qu'il en soit. Exactement. Alors, nous voulions vous partager une conviction, enfin notre conviction avec Gaëlle. Tu veux peut-être nous la formuler? En fait, pour conclure, avant de passer à voilà, une séquence plus longue de questions-réponses. Oui, tout à fait. Finalement, sur l'IA, nous, ce qu'on vous recommande, où que vous en soyez dans l'intégration de l'IA à l'heure des agents IA et que vous ne soyez pas encore aux agents d'ailleurs ou pas, c'est vraiment pour rebondir sur ce que a dit tout à l'heure Véronique, posez avant tout votre identité de marque et bien réfléchir ensemble à quelles sont vos intentions vis-à-vis de l'IA, dans quel cadre vous allez l'utiliser et avec quelles règles, et notamment pour se mettre en conformité d'un point de vue juridique. Prenez également le temps de choisir et façonner vos outils avec vos données clés. C'est ce qui vous permettra de garantir la personnalisation et la qualité aussi des outils. Plus ils sont spécialisés et plus ils sont avec des données personnalisées, plus ils seront pertinents. Bien évidemment, toujours améliorer les outils avec les utilisateurs. Et puis, le dernier point, contrôler, contrôler, encore contrôler et toujours contrôler. Quand j'entends dire des gens, je copie-colle ce que m'a produit l'IA pour le partager sur les réseaux sociaux, mais non, au secours. Ne faites jamais complètement confiance à l'IA. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes aux manettes. L'IA est un très bon exécutant, très clairement. Tu voulais rajouter d'ailleurs, Véronique, en quelques mots, ces trois engagements? Oui, merci beaucoup Gaëlle. 3 engagements qui sont importants pour nous pour rester authentiques. C'est vraiment avoir une gouvernance claire, donc piloter, superviser. Aussi, allier la technologie avec les valeurs et les besoins de votre organisation. Ça veut dire aussi avoir des outils adaptés en termes de CRM, d'usage d'IA, d'outils d'IA, même de digital asset management. Pensez aussi systémique, comment vous allez pouvoir organiser ces différents outils les uns avec les autres. Et puis surtout, avoir une vision éditoriale forte. C'est vraiment privilégier la cohérence à la course à la production. Tout à fait. Et puis, donc vous retrouverez sur le diaporama à la fois des propositions de formation Segos qui traitent de tous ces points-là. On vous a mis aussi quelques sites web utiles pour découvrir les outils d'IA générative. Et si vous le souhaitez, nous allons passer à traiter quelques questions. On en a traité quelques-unes déjà dans le chat et en direct, mais pas toutes. Alors, le temps est pratiquement terminé, mais nous restons pour répondre à vos questions. Exactement. Alors, juste quelques questions. Je prends les premières qui ont été traitées. Donc, concernant l'assistant social media, est-ce qu'il faut passer à la formule payante? On peut faire des choses avec des versions gratuites, notamment, je crois, sur Claude et Mistral. Vous allez vite être bloqué sur l'utilisation. Et dès que vous allez faire 2-3 allers-retours, vous ne pourrez plus l'utiliser. Il faut attendre la semaine suivante ou le mois suivant. Donc, concrètement, il vaut mieux passer au payant. La fusée, c'est juste parce qu'elle ressort beaucoup, tout simplement. Donc, pas d'esprit mal tourné par rapport à l'utilisation de la fusée comme emoji dans LinkedIn.
Quand on crée un assistant, on pose la question pourquoi est-ce qu'il faut mettre des hashtags et pourquoi j'en ai mis ou des étoiles. Donc ça, c'est en fait c'est une espèce de survivance. C'est la petite survivance des principes de codage qu'on peut utiliser pour créer un assistant GPT, mais ça fonctionne très bien sans. Ça lui permet d'être encore meilleur. Mais on a pu constater, nous, on a fait aussi des tests sans, ça fonctionne aussi très bien sans ces fameux hashtags et étoiles. Et on me demande si je peux partager mon exemple de paramétrage. Donc, pour le coup, ça, c'est ma production, donc je le garde de façon privée et personnelle. Il y avait une question, justement, je pense pour toi aussi, Lucie. Si on parle de travailler, entre guillemets, pour les LLM, on n'a pas de confidentialité des dossiers sur lesquels on travaille, même avec une version payante. C'était le sujet, tu sais, des opt-in, opt-out. Je pense que c'est peut-être bien de le rappeler. Oui. Alors, et c'est justement un point qui fait le lien avec ce que disait Véronique sur la confidentialité et la sensibilisation des collaborateurs. C'est qu'effectivement, la plupart des outils n'assurent pas la confidentialité des données. Et quand on va transmettre des documents, des contrats, voilà, du contenu, même par exemple de la com interne, on peut avoir effectivement des soucis de confidentialité puisque tout va être absorbé et derrière, ça peut être réutilisé voilà, par l'IA pour produire des réponses à d'autres utilisateurs. On l'a vu aux États-Unis, ça a eu notamment des conséquences catastrophiques dans certaines entreprises avec la divulgation notamment d'informations qui étaient protégées par le secret des affaires. Donc, quand on parle de données sensibles, on parle de données sensibles au sens des données personnelles et donc de l'article 9 du RGPD. Ça va être notamment, par exemple, tout ce qui va être opinion religieuse et syndicale des personnes. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut, par ailleurs, penser aux données sensibles au sens du droit des affaires. Et là, ça va être, par exemple, tout ce qui va être bulletin de travail, contrat, fiche client, voilà, ce genre de choses. Donc, effectivement, si on veut vraiment soumettre des infos sensibles à un outil d'IA, il vaut mieux effectivement s'assurer que ce soit un outil qui assure la confidentialité des données. Je pense notamment à l'outil IA d'Adobe qui est sorti en septembre 2024, c'en est un parmi d'autres. Merci Lucie. Ouais, il y a une question qui était aussi pour toi, Lucie. Il faut que je la retrouve parce qu'il y en a beaucoup. Si on insère un document sur ChatGPT et qu'un concurrent met le même document ou un autre collègue, est-ce que les résultats qui ressortent sont strictement identiques? Non, là, c'était plutôt pour la question du prompting. Et celle-ci, j'y ai répondu dans le chat, mais je le redis. Vous aurez, même avec un même prompt fait par la même personne, toujours deux réponses différentes de l'IA, tout simplement parce que les fameux Large Language Models fonctionnent sur des principes de probabilité, donc ne vont pas ressortir la même occurrence avec un même prompt deux fois de suite. Et a fortiori, si ce sont deux personnes dans deux environnements différents, il y aura toujours des réponses différentes. Et je vous ai mis d'ailleurs dans le chat, vous pouvez le trouver, pour ceux qui connaissent moins le fonctionnement des LLM, un lien vers une vidéo qui explique comment fonctionnent les fameux LLM. Alors, il y en avait une, oui. Pour les images, alors je pense que celle-ci a été traitée pour les images générées par IA. Comment gère-t-on les droits d'auteur? Tu l'as traité, Lucie. Il y avait une question plus spécifique qui était liée à ça. Mais alors, quid alors si on intègre un article de presse sur l'IA pour faire un résumé ou un post,
ce que j'ai montré tout à l'heure, par exemple. Est-ce qu'il y a du droit d'auteur qui s'applique, Lucie? Oui, puisque l'article de presse est protégé par le droit d'auteur comme toute œuvre littéraire. Et donc là encore, hein, c'est ce que je disais, mais c'est une grande différence entre la théorie et la pratique. La théorie, c'est qu'effectivement, cela constitue une atteinte au droit d'auteur, donc de ces journalistes, de ces sociétés de presse. La pratique, c'est qu'effectivement, on le voit, ça se fait énormément, notamment pour faire des revues de presse ou pour republier du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a une question liée à la gouvernance. Quel concurrent européen a ChatGPT? Alors, bien évidemment, il y a Mistral, qui plus est français. Il y a Claude, Anthropique également, que l'on peut citer. Oui. Il y a également, et notamment pour les assistants GPT, une start-up française qui s'appelle Dust, D-U-S-T, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, qui est totalement française et qui fait des assistants personnalisés. Les meilleurs outils d'automatisation à part Make est vraiment pas mal. Il est européen également. Un autre européen, c'est N8N. Et on a également Zapier. Donc N8N, c'est N, je crois que c'est l'esperluette N. Et Zapier, Z-A-P-I-E-R. Mais Zapier n'est pas européen. Et puis pour poursuivre sur la question par rapport aux outils ou aussi de fact-checking, parce que j'ai vu apparaître la question, vous avez l'AFP actuel, sur lesquels je vous conseille d'aller. Il y a aussi bien sûr le décodeur du monde. Il y a aussi pour les articles internationaux Snopes. Enfin voilà, et puis Google Images, et puis tu parlais tout à l'heure aussi d'Adobe. Google Images, c'est ça, Google Images, tout à fait. Est-ce qu'il existe un guide des bonnes pratiques qu'on peut partager en entreprise ou en établissement public? Alors, moi, je pense typiquement, suite à l'événement IA qui a eu lieu il y a environ un mois, organisé par notre président notamment, il y a eu un manifeste pour une IA de confiance que vous pouvez retrouver sur le web et qui dessine un ensemble de bonnes pratiques qui vont aussi encore plus loin que ce qu'on a évoqué ici et qui notamment embarque les questions des parties prenantes en interne, de laisser personne de côté au sein de l'entreprise, les questions d'inclusion qui doivent être chères aussi à l'IA et bien évidemment les questions environnementales. C'est le meilleur guide que je vous citerai. Et Lucie, tu veux compléter? Oui, parce que je n'ai pas pu l'évoquer tout à l'heure, mais la meilleure des pratiques reste effectivement d'encadrer l'usage de l'IA en interne par une charte, donc généralement une charte informatique, mais l'usage de l'IA peut être également incorporé dans une charte éthique. Ça aurait tout son sens, comme l'a rappelé Gaëlle. Mais effectivement, une charte informatique, pourquoi? Parce que de la même manière où à une époque, on a imposé aux collaborateurs des usages en matière de cybersécurité, notamment, donc de ne pas partir le soir sans verrouiller son poste, de ne pas transmettre ses mots de passe, ses codes d'accès, etc. Eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir de la même manière imposer en interne des usages relatifs à l'IA, et notamment, par exemple, pouvoir interdire certains outils si on considère que c'est trop risqué par rapport à l'activité de l'entreprise. En revanche, en imposer un ou plusieurs qui vont être implémentés en interne, et tout ça justement pour encadrer l'usage de l'IA en interne et surtout que cette charte soit rendue opposable juridiquement à tout le monde pour pouvoir, le cas échéant, on ne le souhaite pas bien sûr, mais pouvoir imposer également des sanctions s'il y avait des conséquences liées à une violation de cette charte. Je vois une question sur la rédaction des prompts en anglais. Est-ce qu'ils sont de meilleure qualité qu'en français? Alors, jusqu'à présent, pour les visuels, on recommandait plutôt dans les outils de création visuelle ou vidéo de prompter en anglais. Là, on l'a vu ces dernières semaines avec… en fait, les visuels sont de plus en plus performants, même quand on compte en français. C'était le cas encore jusqu'à ces derniers jours. Donc, je pense que vous pouvez toujours continuer à tester et à faire les deux.
Oui, c'est ça. Après, dès lors que les large language models ont été créés en anglais, ils seront quand même a priori un tout petit peu plus performants en anglais. À voir hein, si Mistral a été créé directement en français, s'il fonctionne mieux en français. Il y a quand même cette question-là, hein, très clairement. Après, on parle d'efficacité, c'est très à la marge. Hein, globalement, c'est pas là que ça se joue, hein, sur la génération de la langue. On nous demande est-ce que l'IA est 100% fiable pour résumer et analyser des documents. Et on peut résumer en disant que l'IA n'est jamais 100% fiable. Elle ne l'est jamais. Elle peut halluciner. L'IA n'a pas été entraînée pour ne pas répondre. Et donc, même quand elle ne sait pas, elle va essayer de répondre. Et nous, on a fait des tests même pour lui dire quand tu ne sais pas, dis-le. Elle a beaucoup de mal. Alors, quand je dis elle a beaucoup de mal, il n'y a personne derrière, hein, donc elle n'a pas du mal. Mais le modèle n'a pas été créé pour ça, donc c'est très difficile. Et le modèle va essayer de contourner ça. Donc, le contrôle, la relecture a posteriori de ce qui est généré avec l'IA, mais ça reste une règle essentielle. Essentielle. Et notamment, effectivement, pour résumer, analyser des documents. Et voilà. Le fait qu'elle cite ses sources maintenant, beaucoup le font, peut aider à aller vérifier la véracité de l'analyse. On continue tant qu'on a encore un petit peu de monde. Ou pas, hein, c'est selon ce que me disent les régulateurs. Il y avait une question que je retrouve. Est-ce qu'une fois, on a peut-être déjà répondu, mais c'est peut-être bien de l'ancrer, une fois qu'une image a été créée avec l'IA, est-ce qu'elle peut être utilisée par n'importe qui? Non, en fait, à partir du moment, donc si on a une image qui est créée avec de l'IA, si cette création répond à tous les critères qui sont nécessaires pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, donc sans rentrer dans les détails, hein, mais le plus important, c'est cette question d'originalité, indépendamment de l'intervention humaine, c'est est-ce que l'œuvre est suffisamment originale? Mais ça, c'est un critère qui se pose même pour des œuvres qui ne sont pas générées par IA, notamment dans le domaine de la photographie. Mais donc, à partir du moment où cette création générée par IA remplit les critères pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, les droits d'auteur bénéficient directement à la personne qui a créé cette image. Et donc, non, l'image ne peut pas être utilisée par n'importe qui. Il y a des droits d'auteur sur ce contenu et qui vont être attribués à son créateur comme n'importe quelle œuvre d'un artiste IA ou sans IA. Donc les œuvres générées par IA doivent être protégées au même titre que du contenu qui est créé manuellement ou en tout cas en dehors de l'IA. Alors on nous a demandé le lien vers le manifeste pour l'IA de confiance, je l'ai mis, c'est directement le site de l'Élysée. J'ai vu, il y a des questions, sur l'écologie qui ont été posées. Oui. Il faudrait un webinaire entier pour en parler. Globalement, ça a été évoqué dans le chat par certains. Si vous voulez des IA un peu moins gourmandes, choisissez des IA avec des plus petits modèles et choisissez des IA spécialisées. Donc concrètement, et beaucoup d'éditeurs maintenant travaillent sur des IA spécialisées. Si vous voulez utiliser l'IA pour automatiser de la production de contenu, choisissez une IA spécialisée dans cet aspect-là. C'est la fameuse métaphore d'aller chercher, de prendre une Ferrari pour aller au coin de la rue alors qu'on pourrait aller en vélo. C'est ça en fait, hein. La comparaison aussi en termes de choix d'outils. Vous êtes encore très très nombreux en ligne, mais certainement la fin se fait sentir et vous avez été particulièrement attentif et participatif dans
dans le chat et on vous en félicite. Nous vous remercions pour votre participation. Nous vous incitons à donner votre avis sur ce webinaire et nous serons ravis de vous retrouver et de chatter aussi avec vous en ligne hein, et notamment, je crois qu'on a mis, vous les retrouverez, nos coordonnées. Voilà, nos coordonnées avec ces 3 flashcodes qui vous permettront de nous suivre ou de partager, hein, ou de chatter via le chat sur LinkedIn. Ouais, nous étions particulièrement heureuses d'inviter Lucie Chenevaux pour venir témoigner et nous éclairer sur la manière d'anticiper les risques juridiques dans nos pratiques. Donc, merci aussi, Lucie. Merci, Véronique. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.